Comme vous l'avez sans doute entendu, j'ai été censée répondre à un certain nombre de questions européennes depuis une trentaine d'années, depuis que j'ai rédigé ma thèse sous la direction de Jacques Revel à l'École des hautes études, dans ce lieu de l'héritage de l'École des Annales, avec cette sensibilité particulière pour la réflexion théorique. Et ma thèse portait sur les questions de l'influence, de la déconstruction de l'idée du rayonnement de l'école française à travers l'Europe. J'ai été ensuite, j'ai fait partie d'un séminaire qui travaillait sur les questions de l'européanisation à travers l'architecture et les arts, avec deux personnes qui travaillaient sur les questions du transfert, Michael Werner et Michel Espagne. Le colloque que vous venez de mentionner sur les Européens, ces architectes qui ont bâti l'Europe, faisait partie d'un LABEX en Sorbonne Université. Une réflexion sur 7 ans sur les questions de la possibilité de parler de l'Europe, au nom de l'Europe, à partir de l'Europe. Donc tous ces points évidemment étaient à préciser. Et même tout récemment, j'ai été encore censée participer à un séminaire à l'Institut national d'histoire de l'art sur l'écriture d'un ouvrage intitulé L'art européen, à savoir si finalement aujourd'hui la Russie fait ou pas partie fera ou pas partie de cet ouvrage. Donc la question de l'Europe est quelque chose qui me préoccupe parce que pour des raisons biographiques, mais aussi parce que je suis consultée régulièrement en tant qu'expert pour finalement définir du point de vue architectural cette possibilité d'écriture historique au nom, à partir ou au nom, à partir ou ayant comme objet l'Europe. Donc, en essayant d'en faire une science, qui plus est une science expérimentale, nous avons procédé dans notre colloque Les Européens et ces architectes qui ont conçu l'Europe par un choix qui ne serait ni politique, ni démagogique, ni arbitraire d'aucune manière, donc en essayant d'éviter toute forme d'arbitraire, nous avons pris comme démarche, défini comme démarche, le choix des biographies, donc déjà une approche biographique, des biographies des architectes qui étaient nés dans un pays et qui ont travaillé dans un autre pays. Et donc en tissant par cette approche biographique finalement une géographie européenne. Donc en procédant par une approche biogéographique. Les architectes qui sont nés en Italie, qui ont travaillé en France, qui sont nés en France, qui ont travaillé en Grèce, qui sont nés en Allemagne, qui ont travaillé ailleurs, etc. Donc on a composé un corpus de ces Européens, donc les architectes qui ont bâti l'Europe. Et ces architectes européens, évidemment, sont allés beaucoup plus loin que l'Europe. La question était, est-ce que l'Europe est au-delà? Est-ce qu'elle est en Amérique, cette Europe? Est-ce qu'on peut la définir? Est-ce qu'elle est en Amérique latine? Est-ce qu'elle est en Asie? Et comment on l'a finalement définie? Mais une fois de plus, aujourd'hui, donc, je vous propose cette approche, cette même approche, c'est-à-dire expérimentale, purement expérimentale, c'est-à-dire que nous allons essayer de définir, de prendre un fragment de l'Europe, un territoire, une géographie
qui est européenne par excellence, c'est-à-dire les Alpes. Quand vous voyagez dans les Alpes, vous ne savez pas dans quel pays vous vous trouvez, tellement ces pays qui occupent des fragments du territoire des Alpes sont réciproquement interpénétrés et les habitants allemands des Alpes bavaroises vont passer une soirée chez les amis en Autriche, ils vont en concert en Italie, ils vont les voyageurs à travers les Alpes, ils se lèvent le matin dans un pays, ils déjeunent dans un autre et ils se couchent dans un troisième. Les gens de cette Europe des Alpes vivent en voisin avec d'autres pays, ils parlent des langues multiples, la plupart, et leur bien-être dépend entièrement de ce qui se passe chez les voisins, c'est-à-dire ils boivent l'eau de la même rivière, ils respirent le même air, ils ont réussi à créer quelque chose que les historiens, les critiques d'architecture appellent le style alpin, n'est-ce pas? Cette création du style alpin n'était pas du tout programmatique, n'était pas du tout stylistiquement formulée, mais elle est née d'une démarche vernaculaire entretenue depuis des siècles. C'est aussi l'ère européen qui réussit à créer politiquement des conventions efficaces, notamment cette convention sur la protection des Alpes, qui est un modèle vraiment pour l'Europe de la protection de l'environnement. Donc je vais vous parler à travers, dans ce territoire européen par excellence, dans lequel dans ce terme de l'européen, on ne met donc aucune qualification, aucun attribut qui serait donc extérieur à notre démarche, donc aucune forme de démagogie ou de politique ou d'idéologie, c'est juste ce territoire, voilà, en plein milieu de ce territoire se trouve un hameau. Et donc, une fois de plus, je vais montrer ce qui se passe dans ce hameau, qui s'appelle Tannerhof, qui est à quelques kilomètres de Bayerischzell, un village à 30 km de Munich. Donc ce hameau de Tannerhof se trouve en plein milieu de... En plein milieu de cette Europe des Alpes. Et je vais présenter ce lieu du point de vue, une fois de plus, je précise à chaque fois donc ce que je fais exactement, puisque j'essaie de mener cette enquête et de faire de l'histoire de l'architecture, de la critique architecturale de manière expérimentale et non préfabriquée idéologiquement. Donc, je vais en parler en tant que consommatrice et du point de vue des commanditaires. Hier, Pierre a parlé de l'histoire architecturale de l'architecture. Il existe aussi l'histoire tout court de l'architecture. Et là, ce que j'essaie de faire de manière expérimentale, c'est l'histoire de l'architecture depuis les commanditaires et depuis les consommateurs. C'est un peu ce que Haskell a fait dans l'histoire de l'art du passé et
et de la peinture, l'histoire de la commande et l'histoire de l'occupation et du fonctionnement finalement de l'architecture. Donc ce hameau de Tannerhof, c'est une histoire d'une famille. C'est une histoire d'amitié d'une famille de Mengershausen, une famille allemande qui occupe ce hameau depuis 120 ans presque. Donc, il s'installe dans ce hameau en 1905. C'est Christian et Barbara von Mengershausen. Voilà, sur la photo. Ils achètent ce hameau où il existe quelques chalets dans ce style, construits dans ce style donc que maintenant on appelle le style alpin. Qui se caractérise donc par l'inscription parfaite dans le paysage, par l'utilisation des matériaux qui viennent de cette terre, qui ne sont absolument pas importés. Qui possède donc toutes les caractéristiques qui permettent de bien vivre dans ce climat, notamment avec ces grands avant-toits, avec ces fenêtres, comme on vient de le mentionner, donc verticales et pas très grandes, ces balcons bien protégés parce que le climat des Alpes est un climat qui impose un certain nombre d'éléments nécessaires. Ils sont passionnés par une thérapie naturelle qui est introduite par Sébastien Kneipp, qui était un prêtre catholique, qui était malade de tuberculose et qui s'est soigné lui-même avec toutes sortes de douches froides. Donc, qui a introduit un régime. C'est connu sous le nom de Kneipp-Kur. Certains d'entre vous connaissent sans doute cette méthode, donc qui n'a aucune espèce de fondement spirituel ou religieux ou aucune démagogie. C'est vraiment une méthode purement thérapeutique. Et naturel. Et donc voilà Christian Mengershausen, donc dans toute sa splendeur avec son fils. C'est une image qui me plaît particulièrement parce qu'elle exprime vraiment l'esprit de ce lieu. Les gens ne se mettent pas à nu là-bas, mais il y a beaucoup dans ce coin d'eau et les gens se baignent effectivement. Voilà le fils donc qui hérite de ce hameau et qui, dans les années 50, commence à pratiquer une méthode de Buchinger. C'est une méthode de jeûne. À partir de ce moment, le mot d'ordre de ce lieu, de ce hameau, devient less is more. Soyons discrets, soyons attentifs à ce que nous consommons, soyons humbles. Donc à partir de ce moment, c'est un sanatorium qui propose à ses visiteurs un système de docteur Otto Buchinger. C'est encore un médecin. Un médecin allemand qui a donc pratiqué ce jeûne Buchinger. Et voilà Malte Andrea von Mengershausen qui hérite dans les années 70-80 Tannerhof et qui vont continuer, vous voyez, à habiter et continuer à construire doucement, à ajouter, à restaurer, à rapiécer ce hameau sans jamais faire de grands gestes architecturaux. Ce sont finalement Bourgui et Roger, ces deux médecins qui donc héritent du hameau.
et que j'ai rencontré. Donc, il commence finalement à construire dans ce hameau. Le hameau qui reste donc un lieu d'accueil, un sanatorium, et un lieu de jeûne, qui pratique donc ce système de jeûne, une fois de plus sans aucun fondement religieux, spirituel, sans aucune espèce de texte, mais encadré de manière extrêmement précise du point de vue médical. Le jeûne qui est accompagné aussi par toutes sortes de soins avec des éléments qui viennent du territoire, hein, c'est-à-dire l'eau des sources, les puits qui sont utilisés, l'eau froide, beaucoup de soins à partir de l'eau froide, etc. Vraiment une relation très 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 précise avec le lieu. C'est donc ces derniers propriétaires qui invitent finalement un architecte qui s'appelle Florian Nagler, et que j'ai également rencontré à Tannerhof en poursuivant donc cette méthode expérimentale. C'est un ami des propriétaires et donc ils travaillent ensemble. Nagler, Florian Nagler est un architecte munichois, un architecte extrêmement savant. Donc ça n'a rien à voir avec une démarche précédente de rapiessage purement dilettante, d'utilisation des artisans du coin ou de la main-d'œuvre de la famille. Maintenant, c'est un travail avec un architecte qui est aussi professeur à Technologische Institut de Munich. Et c'est lui, finalement, qui va faire ce geste architectural à Tannerhof. Donc, il va construire un certain nombre de nouveaux bâtiments et reconstruire les chalets historiques qui existent. Donc, il a comme cahier de charge ne rien casser, ne rien enlever. Donc, il garde le moindre coussin qui est là depuis un siècle, hein, qui permet de s'asseoir sur un banc en bois de sapin, Tannerhof, n'est-ce pas? Il va le recoudre et l'architecture va recoudre, rapiécer ce qui existe déjà, et il va donc ajouter à cette architecture des nouvelles architectures que je voudrais présenter à votre attention. Donc cette architecture de Florian Nagler, elle se présente d'elle-même ainsi. C'est une photographie qui est faite par l'architecte lui-même et qui se présente en quelque sorte. Déjà, la première observation, c'est que c'est une photographie, c'est une image qui inclut pleinement l'homme, en l'occurrence la femme. Hein. Donc c'est une image qui montre d'emblée le habitus, donc l'emploi, le fonctionnement, l'utilisation de cette architecture, comment elle est vécue. Et donc vous voyez ces balcons, ces ouvertures qui vont être très profondes, n'est-ce pas? Parce que cette Europe des Alpes possède ce climat très particulier, n'est-ce pas? Et l'architecture doit en premier lieu rester un outil de protection, de l'abri, de la sauvegarde, de la réserve. Et donc la lumière, pour obtenir de la lumière, il faut aller à l'extrémité de cette architecture. On prend cette décision, on fait ce pas et puis on se retire en arrière. Et il y a ce fonctionnement continuel dans cette architecture. L'architecte nous donne cette possibilité, non pas de recevoir la nature en plein dans la figure, comme on veut parfois nous faire aujourd'hui, cette nature qui est pleine de serpents, de moustiques, d'eau
de pluie, de vent, etc. On veut quand même une architecture, enfin, cet architecte Nagler, il nous propose cette architecture dans laquelle on peut choisir notre température de la rencontre avec la nature qui n'est pas une nature rousseauiste, qui n'est pas une nature démagogique, n'est-ce pas? Donc j'aime particulièrement cette image. Et donc cette architecture, elle va tirer tous ces outils, tous ces moyens de ce lieu. Donc quand hier j'ai entendu parler des matériaux naturels, n'est-ce pas, qui sont, surtout quand on disait naturel hier, c'était des matériaux végétaux, plutôt à base végétale. Mais la pierre aussi est un matériau naturel, le bois est un matériau naturel, n'est-ce pas? Il s'agit plutôt, si on pense à Pline, bien sûr, à son 35e livre, on pense plutôt aux matériaux du coin. Naturel, pour Nagler, est un matériau qui vient de ce coin, qui ne voyage pas, qui ne va pas prendre le train. Donc, premièrement, le paysage et tous les matériaux qui le composent, tous les éléments pleinement naturels, c'est surtout la pierre, le bois et l'eau. Donc qu'il va utiliser et il va aussi chercher dans ce coin qui est donc où il pleut énormément, où il neige surtout beaucoup dans ces Alpes, il va chercher le paradigme de cette architecture et le paradigme de cette architecture ce sera le toit. Le toit est suffisamment important pour protéger d'emblée, c'est même pas le toit, c'est l'avant-toit. Voilà, le paradigme de cette architecture, c'est l'avant-toit. Donc c'est l'archiparadigme de l'abri, de la protection. Vous voyez, le moindre élément exposé ici, le crucifix sur le chemin, il va être protégé par le toit. Le toit est l'élément dominant de cette architecture. La couverture de ce toit est un élément. La charpente, évidemment. Ces architectes du coin sont des grands charpentiers. Ces toits seront couverts de tuiles de bois. Essentiellement, voilà le toit. Quand vous vous promenez dans ce coin, vous pouvez faire une collection de toits absolument extraordinaires, les admirer, les savourer, ces avant-toits. Voilà le moindre abri, vous voyez, dans la forêt et sous son toit. Avoir un toit, n'est-ce pas, c'est le paradigme même de se loger, se trouver un toit. Les palissades, le moindre poteau va être recouvert de son propre petit toit parce que ça le protège, ça le conserve. Et donc voilà les tuiles de bois, les tavaillons, le bardeau dont parle Vitruve évidemment dans l'introduction, la préface du deuxième livre. Alors pour Vitruve, ce procédé, ce bardeau est quelque chose de très important. Tout comme la question du toit à pans, qui pourtant peuvent trahir une démarche contraire au proportionnement ou à la démarche de l'invention libre de l'architecte. Pour Vitruve, parler du toit à pans signifie procéder par une démarche originelle. Il va aux origines de l'architecture. À l'origine, la hutte primitive avait un toit à pans pour protéger le bâti de la pluie. Et il retrouve cette démarche sur les marges de l'Europe, dans les Gaules, il dit, etc. Mais ça n'a rien d'archaïque pour lui. Et cette démarche n'est pas du tout dépaysante. C'est une démarche pour Vitruve que j'appelle étymologique, c'est-à-dire il va aux origines de l'architecture pour rappeler à l'architecte le principe même de l'invention et de la relation de l'invention avec les sens.
Voilà, il cite régulièrement Socrate. D'ailleurs, Socrate, pas tellement de la tradition platonicienne, plutôt Socrate de Xénophon, des mémorables de Xénophon. Donc, on est là aux origines, on est dans le vernaculaire, mais ce vernaculaire n'a rien de sentimental. Il n'a rien de stylisé, c'est le vernaculaire qui cherche l'essentiel. Et donc voilà finalement ce geste architectural qui marie le vernaculaire et le savant. Le savant, c'est un architecte professeur, hein, donc qui construit, un architecte pleinement contemporain, qui construit donc ses ajouts à Tannerhof. Et donc vous voyez que premièrement, oui, la lumière et oui, l'ouverture, mais cette ouverture se donne difficilement, elle n'est pas évidente. Une fois de plus, cette ouverture dans la nature, elle reste extrêmement tempérée, c'est un abri avant tout, non seulement voilà, inscrit parfaitement dans le paysage, vous voyez, et c'est un abri qui est entièrement toi. Ce n'est pas seulement le toit qui est toi, mais tout le mur est toi. Le mur est toi. Ça, je trouve cette métaphore architecturale qu'élabore donc Nagler extrêmement parlante. Tout le mur est couvert de bardeaux. Hein, il est bardé en quelque sorte. Et vous voyez, ces pavillons sont ils ont à l'intérieur 2 appartements. Donc il y a une entrée à l'étage par l'escalier extérieur pour ne pas déranger donc l'habitant du rez-de-chaussée. Et vous voyez que cet escalier extérieur, il est en même temps intérieur. Donc cette dialectique extrêmement fine entre le couvert et le ouvert, le donné et le pris, le retenu et le offert. Cette relation avec la nature, pour moi, est quelque chose d'absolument paradigmatique et absolument louable parce que c'est une approche expérimentale par excellence et c'est une relation avec la nature que nous recherchons spontanément, n'est-ce pas? En tant qu'habitants de cette terre, nous voulons à la fois avoir le contact avec cette nature et une sorte d'intimité et d'empathie avec cette nature, mais nous voulons aussi être protégés contre cette nature qui peut être extrêmement agressive. Voilà. Donc, je trouve que Nagler trouve dans ces formes très très simples du mur-toit, du toit total, hein, de la maison couverture, de l'ouverture qui est réservée, de cette fine réserve que nous offre cette architecture. Vous voyez, et de ces ouvertures, des fenêtres qui sont en même temps des lieux qu'on peut utiliser comme terrasse, mais qui peuvent aussi être refermés. Et finalement, cette image qui est pour moi absolument, que je trouve absolument adorable, charmante, dès qu'il pleut dans ces lieux, mais bon, 3 minutes après, le soleil apparaît et on a envie de sortir et on marche dans la boue. La tête est dans l'air et sous le soleil, mais les pieds sont dans la boue et il y a des chaussures, des godasses énormes avec lesquelles on marche dans un gadou. Et voilà ce que l'architecte nous propose ici. On arrive au seuil de cette maison. On laisse les chaussures ici. Hein, on a notre brosse et puis on monte en chaussettes. Voilà. Je n'ai pas pris les photos des intérieurs parce qu'ils ne se soumettent pas à la photographie, à l'image. Mais croyez-moi sur parole, on a le sentiment d'avoir l'architecte en ami.
Nous sommes comme pris dans ses bras. Et là, je reviens à Vitruve, à la préface du premier livre, à cet appel de Vitruve, avant tout de Vitruve qui est un grand lecteur d'Hippocrate. Hein. L'architecte est aussi un médecin. Il s'occupe en premier lieu du bien-être, de la santé de l'homme. La santé qui comprend la santé morale et la santé physique. Et n'est-ce pas toute la tradition vitruvienne et Alberti et Palladio et tant d'autres, jusqu'à nos jours, dans certaines versions, les architectes veulent nous offrir cette santé morale et physique. Donc, je n'ai pas pris ces photos aussi parce que je pense que de temps en temps, l'architecture doit échapper à l'image. Elle nous doit l'absence de l'image et plutôt la présence de cette ample gamme de sensations que l'homme l'habitant de cette architecture peut ressentir, peut éprouver dans cette architecture. Par exemple, cette dialectique très fine entre protection, exposition, entre finalement protection et liberté, dans laquelle l'homme est pris en toute sa dialectique en même temps, comme enfant et adulte. Il est protégé par l'architecte, mais il a aussi cette liberté d'aller de l'avant. Donc cette finesse de l'offre qui est fondée sur cette approche expérimentale, elle n'est pas finalement photographiable. Donc je donne juste cette petite image comme condensée de l'approche qu'offre Florian Nagler. Cette approche qui finalement est celle des habitants de ce hameau qui, vous voyez, ils vont, en se promenant autour de ces maisons, ils vont tout à coup observer qu'il y a des buissons de menthe sauvages qui poussent et ils vont entourer, voilà une architecture. Hein, ils vont contourner avec ces éléments en bois cette petite plantation qui a poussé toute seule. Pour moi, une fois de plus, voilà, ça c'est pour moi le paradigme de l'architecture qui me plaît énormément. Quand je me promène dans cet endroit, par empathie, j'éprouve un plaisir énorme de voir comment les plantes sont traitées, en dehors de toute démagogie, une fois de plus, de tout théorème. C'est juste, c'est pas parce que je pense que les plantes sentent ou les carottes doivent être protégées, comme on entend souvent aujourd'hui, mais parce que, tout simplement, comme être qui est censé imiter. Aujourd'hui, on sait comment marchent nos neurones miroirs. Comme être empathique, je suis contente qu'on s'occupe de quelque chose qui est devant mes yeux. Je suis contente de voir comment on s'occupe de cette buisson de menthe. C'est un plaisir. J'ai l'impression qu'on s'occupe également de la même façon de moi. Quelques exemples autres des architectures de Nagler que je vais passer très rapidement parce que j'imagine que je suis déjà très en retard. Voilà, donc quelques maisons, vous voyez, où cette idée de l'avant-toit est utilisée, vous voyez, en s'inspirant de cette démarche vernaculaire de béquille, une béquille architecturale, vous voyez, l'avant-toit qui protège une réserve de bois qui imite donc cette démarche. Pratiquement aucune construction de Nagler n'est construction, mais presque toutes sont des reconstructions. Hier, on a parlé, j'ai beaucoup apprécié ce discours de moratoire sur la construction. Donc, presque toutes les constructions de Nagler sont des reconstructions, y compris
la reconstruction de cette église de Sainte-Marthe à Nuremberg, qui est une ruine en pierre, qui est reconstruite comme rapiécée guérie en bois. Donc l'art de la charpente qui va être exploré dans tous ses détails et finesses. On loge aussi les bêtes, une fois de plus, comme des buissons de menthe, pas parce qu'on pense que les bêtes sont plus importantes que les humains, mais parce que les humains se plaisent à voir les animaux bien logés. Hein. Les humains se plaisent de voir la dignité dans laquelle se trouvent les animaux qui sont proches de l'homme. Et enfin, cette extrême délicatesse de la référence historique, hein, voilà, l'image, la dernière image, c'est un immeuble d'habitation sociale que construit aussi Florian Nagler et qui disparaît pratiquement derrière les fleurs. Voilà. Merci beaucoup.